Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne podcast de la GOF. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Subtil, gynécologue obstétricien et chef du pôle femmes-mères nouveau-nés de l'hôpital Jeanne de Flandre à Lille. Il est également président de l'initiative Hôpital Ami des bébés. Avec Léa, ils vont discuter des impacts de la consommation d'alcool sur la grossesse. Bonjour Monsieur Subtil, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler cette fois-ci alcool et grossesse, un sujet que vous connaissez bien. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous expliquer comment vous êtes tombé dedans ? Ah, c'est bien cette question, elle me fait plaisir. Alors je suis tombé dedans comme interne, jeune interne de santé publique au départ, puis pédiatrie, puis gynéco-obstétrique parce que j'ai fait un droit au remords. Et en fait, il y avait une enquête de l'INSERM qui se passait à Roubaix, puisque vous savez que dans le Nord, on avait plus d'alcoolisation, on en a encore un peu plus, mais surtout à l'époque, les femmes consommaient beaucoup de bière tous les jours au repas. Et donc, on avait un gros problème d'alcool. Et donc, du coup, j'ai accepté d'être enquêteur dans cette étude. Et progressivement, c'était un sujet qui ne passionnait pas les foules. Et je suis devenu spécialiste de ce domaine. Ce que je peux dire, c'est que à Roubaix, dans les années 85, 1% des enfants naissaient avec un syndrome d'alcoolisation fœtale sévère. C'est-à-dire c'était des enfants qui avaient un drôle de visage. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais les pédiatres étaient très étonnés parce qu'on avait découvert la trisomie 21 en 59 avec le jeune. Et dans les années 85, et on faisait des cariotypes pour essayer de trouver ce pourquoi ces enfants avaient une drôle de bouille et se développaient pas bien. Et les cariotypes revenaient normaux. Jusqu'à 73, où Jones aux États-Unis parle du syndrome d'alcoolisation fœtale. Entre parenthèses, Lemoine à Nantes l'avait dit 5 ans plus tôt, mais bon voilà, c'est la publication américaine qu'on va retenir, et décrit tous les signes de la dysmorphie de l'enfant qui a reçu beaucoup d'alcool in utero. Alors, au début, ça a fait un peu sourire, ces drôles de bouilles, mais on s'est aperçu que malheureusement, ces enfants avaient pas mal de malformations, notamment cardiaques, neurologiques, des angiomes fraises également, et puis surtout, un petit retard de croissance, pas très très important, modéré, mais surtout de gros troubles neurologiques qu'on va vraiment mettre au jour quand ces enfants vont devenir adolescents. Parce que là, on va voir que ce sont des enfants qui sont malheureusement abîmés pour la vie. L'idée, elle est simple, c'est que en fait, quand moi je bois un apéro, j'aime bien boire l'apéro, eh bien, je cherche à ce que l'alcool qui est dans mon sang très très vite fasse plaisir à mes cellules neurologiques. Et mes cellules neurologiques, elles sont à un moment un petit peu gai, et je dirais, le fœtus, il vit la même chose. Donc l'alcool passe le placenta, et donc les cellules neurologiques sont imbibées d'un petit peu d'alcool. Sauf que malheureusement, l'enfant, lui, ça va empêcher sa migration neuronale. C'est-à-dire qu'on sait que de 3 mois jusqu'à l'accouchement et jusqu'à 2 ans de l'enfant, toutes les cellules sont au centre du cerveau et vont migrer vers le cortex. À chaque fois qu'il y a de l'alcool, la migration neuronale s'arrête pendant plusieurs heures. Alors si c'est 1 fois, c'est pas très grave. Mais si c'est 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, eh bien, ça perturbe gravement la migration. Et ça donne ce qu'on appelle des hétérotopies. Ça veut dire des neurones qui se sont arrêtés ou bien qui sont allés migrer dans différents endroits, pas du tout au bon endroit. Ça veut dire que le cerveau n'a pas les beaux plis réguliers, mais des tas de taches qui n'étaient pas forcément visibles à l'IRM encore il y a 10 ans, mais qui commencent à devenir visibles sur les IRM aujourd'hui. Un enfant qui a eu un syndrome d'alcoolisation fœtale complet, il ne passera pas le CP. Il est abîmé complètement. Ça, ce sont aujourd'hui des formes assez rares, on est à peu près 1 sur 1000, mais on a 1% des enfants qui portent ce qu'on appelle des troubles liés à l'alcool, qui sont des troubles en particulier neurologiques, mais sans forcément tout le tableau avec la dysmorphie, le retard de croissance et malformation.
Et c'est un problème qui est encore sous-estimé. Je connais, moi, des personnes qui ont des difficultés importantes dans la vie liées à l'alcoolisation de leur maman et qui n'avaient pas été reconnues, même à l'école. Alors aujourd'hui, s'il y a un message à retenir, c'est que il ne faut pas boire pendant la grossesse, parce que ça perturbe la migration neuronale. Heureusement, la nature est plutôt bien faite de ce côté. On pense que les alcoolisations de tout début de grossesse, ce qu'on appelle les binge drinking, les cuites, finalement, elles n'ont pas tellement d'influence. Je ne l'écrirai pas, mais en tout cas, je le pense, et puis la littérature va quand même dans ce sens, parce que le cerveau n'a pas encore commencé à se construire. Hein, le cerveau, c'est encore une fois à partir de 3 mois jusqu'à 9 mois qu'il s'organise. Voilà, donc il faut rassurer les femmes qui ont bu en tout début de grossesse, et puis dire à toutes les autres qu'il vaut mieux pas boire. Alors si on a bu un verre, voilà, la migration neuronale a été perturbée pendant 2 heures, ça n'a pas changé le pronostic de l'enfant. Mais en sachant ça, on comprend qu'il ne faut pas boire pendant la grossesse. C'est très important donc de les dépister, d'aborder le sujet. Peut-être que c'est aussi un sujet qui est un peu tabou en consultation. Alors c'est carrément tabou. Alors, il sera d'autant mieux abordé qu'on sera à l'aise avec. C'est-à-dire que si je vous demande, Léa, combien vous avez bu de verres d'alcool aujourd'hui, et que vous me dites, oui, j'ai bu un verre, parce que vous avez pris l'apéro à midi, par exemple, il faut que ça soit un sujet qui ne soit pas tabou entre nous. Et moi, quand je vous dis que j'aime bien boire l'apéro, c'est vrai, j'aime bien boire l'apéro. Et plus on va être à l'aise avec le sujet, et plus on va permettre à une femme de s'exprimer. Et si elle est en difficulté avec l'alcool, lui dire simplement, alors au début, on ne sait pas bien comment faire, mais lui dire, peut-être que votre consommation, là, on en reparlera, parce que ça peut poser un petit problème pendant la grossesse. Rien que quand on a dit ça, on a commencé à poser les bases d'une discussion. Le tort qu'on a souvent, c'est de fermer la discussion, de dire « Ah, vous avez vous buvez 2-3 verres par jour, écoutez, c'est pas très grave, vous buvez comme tout le monde. » Parce qu'on est gêné, en fait. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est de reconnaître qu'il y a peut-être un petit problème et qu'on en reparlera ensemble. Ce qui nous donne le temps de préparer l'entretien d'après et puis de savoir quelle est la difficulté. Alors, si la difficulté, c'est qu'on ne peut pas se passer d'alcool, on va essayer de diminuer ensemble cette consommation. Et c'est depuis que j'ai, moi, osé aborder les choses comme ça que j'ai eu quelques femmes qui ont arrêté pendant la grossesse grâce à la question que j'avais posée. Il faut accepter que ça prend du temps, qu'on n'arrête pas du jour au lendemain, et que toute diminution, de toute façon, fera du bien au bébé. Parce que moins il y a d'alcool, moins il y a de perturbations de la migration neuronale. C'est une victoire quand elle diminue. Ah, c'est une victoire, et c'est une victoire à vie. Et c'est une victoire pour la femme, et c'est une victoire pour l'enfant, et c'est une victoire pour la relation mère-enfant. Alors ça, c'est génial. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur ce thème alcool et grossesse ? Non, c'est bien de l'avoir abordé parce que c'est un thème difficile. Et donc, c'est courageux de l'aborder. Et pour nous, ça nous demande du courage en consultation. Et il faut se faire confiance et se dire que, voilà, il faut poser la question de savoir si on est en difficulté avec l'alcool ou de la consommation quotidienne. On utilise, nous, des autoquestionnaires qui font mieux, puisqu'ils dépistent 4% de patientes qui consomment de l'alcool, alors que notre en par oral, on n'en dépiste que 0,1%. Et le fait de pouvoir écrire permet de libérer un petit peu la parole et après, quoi. Confronte moins l'interrogatoire, c'est ça? Exactement. Cet autoquestionnaire, il dépiste, qu'on utilise, il dépiste également la consommation de drogue, les violences physiques ou psychologiques. Et
Il repère bien plus de choses que ne le repère notre interrogatoire. C'est très intéressant. C'est quelque chose que vous avez développé avec des addictologues, sans doute ? Oui. En réalité, ici, à Lille, on l'a développé avec Roubaix, avec d'autres hôpitaux. Et donc, cet auto-questionnaire, on l'a diffusé il y a une quinzaine d'années dans la métropole. Et je sais qu'il se diffuse en France par le GEGA, le groupe d'études de la grossesse et des addictions. Et c'est bien, parce qu'ils nous permettent de dépister des situations qu'on ne dépistait pas avant. Merci beaucoup, Monsieur Subtil, pour toutes ces informations. Eh bien, merci à la GOF. Très fort. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.